François Bayrou, lui, va devoir penser à former son gouvernement. Marine Le Pen et Jordan Bardella seront reçus par le Premier ministre demain matin. Alors, que va faire le Rassemblement national dans ce nouveau gouvernement? On peut procéder par élimination. Déjà, ils y participeront pas. Non, c'est sûr. Déjà, je pense que Marine Le Pen va arriver et elle lui parler de Mayotte. Jules Torres, oui, bien sûr. Parce que Marine Le Pen, elle est très attachée à cette question des Outre-mer. Oui. Elle était d'ailleurs à Mayotte, si ma mémoire est bonne, en avril 2024. Et elle avait déjà dénoncé l'abandon par l'État de cette principauté. Il y avait des grandes images, vous vous souvenez, en salouva, c'est la tenue traditionnelle de Mayotte. Donc je pense évidemment qu'elle va arriver avec ça. Et puis ensuite, évidemment, qu'ils vont parler de politique. Elle va lui dire de ne pas refaire ce que Michel Barnier a fait, c'est-à-dire de ne pas traiter les 143 députés et les 11 millions d'électeurs du Rassemblement national. Oui, lui parler de Mayotte, pourquoi faire? Pour coller la pression effectivement sur le Premier ministre? Déjà non, mais pour dire qu'elle a mis la pression sur le Premier ministre, pour dire que c'est un sujet qui lui tient à cœur, pour dire que c'est Marine Le Pen, elle a fait 60% à la présidentielle de 2022 à Mayotte. Donc évidemment, les territoires d'outre-mer, on le sait très bien, votent beaucoup pour Marine Le Pen. Et c'est pas électoraliste. Marine Le Pen, ça fait 10 ans qu'elle nous dit ça. D'ailleurs, si Jordan Bardella avait été élu, avait eu la majorité absolue et avait été Premier ministre, on aurait eu un ministère d'État aux Outre-mer au sein du gouvernement du Rassemblement national. Donc évidemment, ça ce sera le propos liminaire, le préambule de ce rendez-vous. Ensuite, évidemment qu'ils arriveront sur la composition du gouvernement. Et là aussi, Marine Le Pen et Jordan Bardella, ils vont dire à François Bayrou, c'est simple, vous aviez deux solutions. C'était soit le Parti socialiste, soit le Rassemblement national. Arithmétiquement parlant, il n'y avait que deux solutions. Politiquement, on voit bien qu'Olivier Faure menace à chaque fois de censure. Il menace par exemple sur la loi immigration, alors qu'on sait très bien que c'est une ligne rouge pour Bruno Retailleau. Il veut cette loi immigration, et donc François Bayrou, il va devoir se pencher du côté du Rassemblement national s'il ne veut pas être censuré. C'est écrit, on aurait pu le suggérer dès le soir des législatives anticipées, dès le second tour. Le Rassemblement national à l'Assemblée nationale est incontournable. Et Marine Le Pen qui s'exprime donc en meeting et qui explique qu'elle assure ne pas regretter un seul instant la censure du gouvernement Barnier. Elle a agité le chiffon rouge aussi pour le nouveau gouvernement que va former François Bayrou. Paul Melun, ça va être compliqué pour François Bayrou. En tout cas, d'agir. Un sacerdoce. Non, mais ça va être compliqué. Par rapport à la pratique du pouvoir de Michel Barnier, en tout cas, il va falloir qu'il y ait du changement. Il va falloir, et gageons que ce sera le cas de François Bayrou, qu'il soit dans une démarche, je dirais, d'écoute. On lui demande pas de faire la politique du Rassemblement national, il n'est pas là pour ça, mais d'être dans une logique d'écoute, dans une logique qui soit pas une logique de mépris vis-à-vis de ses oppositions. Je crois que François Bayrou est plutôt la bonne personne pour ça. Sa carrière politique et les dernières années montrent que ça n'a pas été quelqu'un de méprisant ou d'arrogant à l'égard d'autres dirigeants politiques. Il a par exemple en 2022 refusé de qualifier d'extrême droite le Rassemblement national. Je crois pas que François Bayrou soit un sectaire par rapport à ce Rassemblement national. Il avait évoqué sur la question d'assistants parlementaires une forme de soutien à Marine Le Pen face à son procès. Donc moi je pense qu'il est plutôt un bon interlocuteur là-dessus, et qu'il aura intérêt dans l'élaboration de sa politique, dans l'élaboration de son gouvernement, à tenir compte de toutes les sensibilités qui s'expriment au Parlement, parce que le Parlement aujourd'hui, il n'aura échappé à personne qu'on n'est plus dans le bipartisme facile PS versus ça fait LR. Qui, alors on est dans une assemblée où il y a un panachage de plein de courants, et où c'est beaucoup plus compliqué pour un Premier ministre que jadis. Donc lui, il doit composer avec ça, il doit chercher le consensus, il doit chercher des majorités sur les différents textes de loi. Mais pardon, c'est ça l'enjeu pour François Bayrou. Messieurs. Madame. Bon, Jules Torres, Paul Melun. Oui. Mais avec qui il va pouvoir travailler François Bayrou? Alors il peut pas travailler avec le RN, il peut pas. Le PS a dit pardon. Il peut tout à fait travailler avec le RN. Qui va-t-il mettre dans son gouvernement? Moi, c'est la question qu'on se pose. Les auditeurs se posent aussi la question. Ça, c'est deux choses différentes. Là, il peut y avoir un gouvernement, autour de la majorité actuelle ou du bloc central, et derrière un travail sur les textes au-delà du bloc central. Il y aura évidemment pas de ministre de la France insoumise. Il n'y aura pas de ministre du Rassemblement national. Il n'y aura a priori pas de ministre socialiste. La question, c'est de savoir qui censure ou non. Parce que finalement, la vraie difficulté, c'est pas forcément de former un gouvernement. Moi, je peux vous dire, on les connaît avec Paul, les politiques, l'appel de la voiture à cocarde, personne ne l'a refusé. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire que la voiture avec chauffeur et les officiers de sécurité, personne n'a jamais refusé. Pas de démagogie. Donc ça, ce sera pas... Écoutez, Jules Torres, je comprends ce que dit Jules Torres dans le fond. Mais ce sera ça tombe mal pour lui, parce qu'il y a plein de gens, il y a plein de gens qui ont refusé d'être ministre, à gauche notamment. Oui, c'est des
gens qui disent qu'ils ont été appelés et qu'ils ont refusé. Moi, vous savez. Vous y croyez pas, Jules Torres? Non, j'y crois pas. Mais la question. Moi, j'y crois. J'ai peut-être encore un peu foi en la politique. Oui, Bon, vous êtes bien mal barré. Des journalistes politiques qui dégoûtent de la politique, c'est donc quand le même sujet, terrible. ça va être de former un gouvernement autour du bloc central. Et d'ailleurs, on voit bien que dans les premiers noms qui commencent à ressurgir, on est plutôt voilà, on a parlé de Pierre Moscovici, on est plutôt sur des socialistes qui ne sont plus encartés au Parti socialiste et qui pourraient intégrer le gouvernement, comme François Rebsamen, le maire de Dijon, comme Bernard Cazeneuve qui a un temps été pressenti pour Matignon. Le vrai sujet pour François Bayrou, c'est la droite. Si Bruno Retailleau est au gouvernement, il y a des ministres de droite. Si Bruno Retailleau n'est pas au gouvernement, il n'y a pas de ministre de droite. Et donc si Bruno Retailleau est à Beauvau, eh bien, il va falloir des garanties. Parce que Bruno Retailleau, il va fixer des conditions. Il veut une loi immigration, il veut la même liberté d'action, la même feuille de route sur la question du narcotrafic, sur la question de la lutte contre l'insécurité. Il ne va pas rester au gouvernement pour rester au gouvernement. Et la seule solution pour François Bayrou, c'est un accord tacite avec le Rassemblement national sur des textes. C'est ce qui va se passer sur la proportionnelle. On aura un projet de loi sur la proportionnelle et le Rassemblement national le votera. Et donc l'objectif de François Bayrou, ça va être de multiplier les textes que le Rassemblement national va voter. Mais alors pour cela, il faut tenir sa majorité à lui. Et le problème, c'est que le MoDem, certes, est un parti incontournable à l'Assemblée nationale, mais il n'y a que 36 députés. Le vrai sujet, ça va être Gabriel Attal, Renaissance, Ensemble pour la République. Il y a 100 députés. Est-ce qu'ils accepteront, oui ou non, de travailler avec le Rassemblement national? Bon, alors Paul Melun. Non, et puis l'enjeu de composition. On a du mal à y voir clair. Non, mais je pense que les auditeurs d'Europe 1 se posent aussi la question ce soir. Mais qui va-t-il y avoir dans ce gouvernement? Surtout que Bruno Retailleau, pardon, excusez-moi, messieurs, il est incontournable. Bien sûr. Incontournable. Il a fait sa popularité. Est-ce que François Bayrou, regardez, si vous en voulez, 3 je peux jours, vous faire on voit un petit partout. laïus sur les noms. Vous êtes, il fait tout pour que je parle pas ce soir. Paul Melun. Paul Melun, allez-y. Jules Torres, laissez parler Paul Melun. Non, mais il va nous faire le laïus. Moi, je peux vous dire, mon gouvernement rêvait avant que Jules Torres nous fasse son laïus. Non, je plaisante. Non, je pense que pour être plus sérieux, l'enjeu de ce gouvernement et l'enjeu pour François Bayrou, c'est de composer un gouvernement où il y ait une polarité de gauche sur les questions sociales et une polarité de droite sur les questions régaliennes. S'il arrive à ça, François Bayrou, il peut avoir un gouvernement qui soit robuste, qui tienne et qui arrive à passer des textes à l'Assemblée nationale. Je m'exprime plus clairement. Si jamais il a besoin de ministres de gauche sur les questions sociales, il prend des ministres de gauche sur les questions sociales. Si sur les questions régaliennes, il s'agit de maintenir Bruno Retailleau, il conserve Bruno Retailleau qui, lui, mène une politique ferme sur le régalien. On revient sur la fermeté et l'humanité de Michel Barnier. Ça avait plutôt bien réussi pendant 3 mois. Et c'est cet équilibre-là, un peu savant, et ce dosage, j'en conviens, que va devoir réaliser François Bayrou. Et ça, c'est aussi l'ADN quelque part du macronisme originel dès 2017, d'essayer de réunir pour pouvoir créer, étendre une majorité. C'est tout l'enjeu de François Bayrou s'il veut échapper à la censure. Et après, comme on disait tout à l'heure, de faire passer texte par texte, pourquoi pas avec les voix des écologistes à un moment donné ou du Parti socialiste ou celle de la droite sur un autre texte. Mais ça me paraît pas, comment dire, la tâche est ardue. Il est au pied d'une grosse montagne, lui qui est pyrénéen, François Bayrou. Il parlait de l'Himalaya. Mais voilà, l'Himalaya. C'est une très grosse montagne. On pourrait dire le pic du Vignemale, la plus haute montagne des Pyrénées. Mais là, oui, c'est l'Annapurna, oui. Ouais. Jules Torres, tiens, on apprend que Karim Mouhamran, qui est venu plusieurs fois dans ce studio, maire de Saint-Ouen, socialiste, vous allez me donner raison, aurait refusé. Non mais écoutez, il dit ce qu'il veut. Il aurait refusé le poste de ministre de l'Éducation nationale. Et moi, j'ai refusé le poste de ministre de l'Information. Oui. Et Paul Melun a refusé le secrétariat d'État au PTT. Donc, vous voyez. Non, mais la vraie question. Vous n'y croyez pas, Jules Torres, d'accord. Non, mais je ne permettrai pas de dire qu'un confrère sort une fausse information, mais moi, je ne suis pas en mesure de la confirmer, donc je ne peux pas en parler. Tout ce qu'on peut dire, c'est que le vrai sujet, ça va être d'éviter la censure. Mais en effet, cette formation du gouvernement, elle va être intéressante. On voit bien, par exemple, que là, il y a des noms comme Thierry Breton, vous savez, le commissaire européen qui est parti avec fracas de la Commission européenne après s'être enguirlandé avec Ursula von der Leyen. Et ben, il pourrait rejoindre, par exemple, Bercy. On sait que François Bayrou, il a vu le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo. On sait en effet qu'il essaye de braconner un petit peu à gauche et qu'il essaye de trouver des ministres de gauche pour équilibrer ce gouvernement. Ce qu'on sait aussi, c'est que tout le monde au gouvernement de Michel Barnier veut rempiler. C'est-à-dire qu'il y a 41 ministres et il n'y en a pas un seul qui ne veut plus. Et c'est finalement ce que je disais tout à l'heure sur la voiture à cocarde, c'est qu'on s'y habitue assez vite. Ce qu'on peut dire, c'est qu'a priori, ce sera compliqué pour Antoine Armand, le ministre de l'économie, qui ne devrait pas rempiler. Ça va être très compliqué pour Anne Genetet,
la ministre de l'Éducation nationale qui ne s'entendait pas très bien avec Michel Barnier et qui n'a pas été très appréciée dans le socle. J'ai écrit un petit message à Karim Bouamran pour tout dire aux auditeurs de France. Pour lui demander si c'est vrai. Voilà, enfin une journaliste sérieuse, ça devrait vous inspirer, Jules. On vérifie ces informations. C'est pas beau. Non. Qui pourrait rester en revanche Rachida Dati, ministre de la Culture. Catherine Vautrin, dont le nom a été pressenti pour Matignon, pourrait rester. La porte-parole du gouvernement, qui a plutôt été appréciée, Maud Brejon, pourrait également rester. Et ce qui va être intéressant, c'est le choix du ministre de l'Éducation nationale. Parce qu'on sait que c'est un poste que François Bayrou a occupé. Il a été professeur, il est agrégé de lettres classiques, donc c'est un ministère qui lui incombe et auquel il tient profondément. On avait hier François-Xavier Bellamy qui pourrait correspondre au poste, mais c'est vrai qu'il ne mettra pas quelqu'un, par exemple, comme Pape Ndiaye, comme Nicole Belloubet, ou comme Madame Anne Genetet, qui ne correspondait pas tout à fait à la vision qu'il a de l'école. Bon, alors ce sera intéressant au moment où le niveau de nos élèves en maths et en lecture s'est effondré. Je rebondis d'un mot sur ce que dit notre ami Jules sur l'éducation. C'est très intéressant parce que c'est vrai que à ceux qui veulent essayer de comprendre l'axiome idéologique de François Bayrou, je pense qu'en regardant l'identité de son ministre de l'Éducation, on comprendra bien, parce que l'éducation est quand même la mère de toutes les batailles. Et dans un gouvernement, le ministre de l'Éducation, c'est un symbole aussi, et c'est le symbole d'une lecture du monde, d'une lecture de la société, d'un rapport à des sujets contemporains comme par exemple le wokisme, etc., dont on parle beaucoup en ce moment. Pardon, donc ce sera intéressant à regarder. Moi j'ai une question idiote, mais peut-être que les auditeurs de repensent cela. Il y a que des idiotes qui ne posent pas de questions. Alors écoutez, je me pose une question idiote. On n'a plus d'argent. Les caisses sont vides. Très bien. Pardon ? Non, pardon. J'ai pas compris votre blague. Les caisses sont vides. Que va-t-on faire ? Que peuvent faire les ministres une fois qu'ils seront en place ? Déjà, il y a la loi spéciale qui sera votée demain, qui a toutes les chances d'être votée. C'est une loi spéciale qui permet de lever les impôts et d'utiliser les crédits sur la base du budget de 2024. Donc déjà, c'est une bonne chose. C'est ce qui fait que 400 000 contribuables ne verront pas leur arrivée sur le marché de l'impôt et qu'il n'y aura pas 18 millions de Français qui vont voir augmenter les impôts, comme le disait la Macronie. Ensuite, le vrai sujet, donc on a cette loi spéciale, on a Mayotte, on a la formation du gouvernement, mais on va avoir une nouvelle loi de finances. Et là, il y a deux choses qui s'opposent pour François Bayrou. Soit il reprend la mouture de Michel Barnier, qui a beaucoup été qualifié d'augmentation de la fiscalité, qui n'allait pas chercher les bonnes économies. Soit il refait un nouveau texte, un nouveau budget, au vu de toutes les urgences qu'il a à gérer. A priori, on s'approche plutôt de l'option numéro 1, c'est-à-dire de reprendre le budget de Michel Barnier, mais il dotera la France d'un budget, François Bayrou. Ce sera une de ses missions. Ça, c'est certain. Il est 19h43 sur Europe 1. On revient dans un tout petit instant. Évidemment, on va parler de Mayotte et la situation épouvantable. Et on va parler de ce gouvernement et de la tâche ardue qui attend François Bayrou. A-t-il réussi son entrée en tant que Premier ministre? Je vous pose la question. Alors écoutez, vous savez ce qu'a dit François Hollande il y a quelques instants chez nos confrères de BFM TV. C'est bien dans ces périodes de crise de quoi? D'avoir un peu de hauteur de vue. Pardon, c'est quand même un ancien président, François Hollande. Excusez-moi. Alors je ne sais pas si vous êtes taquin ou pas. Oui. Je retrouve taquin pour Jules Torres, bien sûr, ce qui n'était peut-être pas le cas de Paul Melun. Que dit-il? François Hollande, il appelle François Bayrou à mener une politique qui permet un changement. Et il compare François Bayrou à Joe Biden. Oula. Je sais pas, c'est petit, c'est pas beau. Ah non. Alors, c'est non, au jeu des comparaisons, il vaudrait mieux qu'il le compare à, je sais pas, à quelqu'un d'autre. Joe Biden, c'est pas très heureux comme comparaison. On va revenir sur la punchline de François Hollande dans un tout petit instant. Je vais essayer de comprendre laquelle. Il le compare peut-être à Henri IV. Exactement, Henri IV. Non, mais parce que Thomas Lacroix m'envoie pendant il écoute, puisque moi je ne peux pas écouter ce qui se passe à l'extérieur. Et donc il fait des commentaires personnels que je confonds avec les mots de François Hollande. Donc je retire tout de suite. Il a bien appelé au changement, confirmez-moi. Il a dit le changement c'est maintenant, François. Voilà, le changement c'est maintenant, ça c'est sûr, il a déjà dit. Allez, 19h45, on revient tout de suite sur Europe 1.